Bonjour à tous, je suis absolument ravi d'être de nouveau avec vous à Bordeaux pour parler du futur, pour parler de digital, de disruption. Juste avant de commencer, je voudrais savoir, parmi vous, qui a assisté à une ou plusieurs conférences de tech sur l'année écoulée? Ok. Qui, dans ces conférences de tech, a entendu quelque chose du style « le digital, c'est avant tout l'humain » ? Ok. Qui a entendu quelque chose du style « les données, c'est le pétrole du XXIe siècle » ? Qui a entendu, avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle, il va falloir se méfier des biais? Ok, bon, ça me rassure, ça veut dire qu'on participe aux mêmes conférences de tech. J'entends aussi la même chose en ce moment, et je vais vous confier un secret, ça me fatigue un peu. Ça me fatigue un peu parce que, évidemment, que tout le monde est d'accord qu'il y a de la valeur dans les données, que le digital c'est de l'humain, qu'il faut générer de l'émotion avec les réseaux sociaux, avec le digital, la tech, les applis, etc. Sauf que tout ça c'est des banalités et ça n'apporte rien dans le monde dans lequel on entre en ce moment. Ce matin je voyais un classement qui a été fait par un de mes confrères et un ami, Gilles Babinet, sur les entreprises les plus digitales du CAC 40. Et j'étais assez surpris de voir qu'il y avait des banques dans le top du classement. Alors, je ne suis pas là pour discuter de la valeur de ce classement, mais j'étais assez stupéfait de voir que finalement, depuis 2015, la première fois où je suis venu à Bordeaux FinTech pour parler de finance et de digital, beaucoup de choses ont changé, mais uniquement du côté des startups, du côté des FinTech. On a énormément de nouvelles applis, de nouveaux usages, de nouvelles manières d'aborder la finance de demain. Et côté banque, rien n'a changé. À part, vous allez me dire, le nombre de publicités, de com, de trophées, et peut-être la hausse des tarifs. Côté FinTech, ça explose en revanche. Parce que ce qu'ont compris les FinTech, contrairement au monde traditionnel, dont ces acteurs que j'ai évoqués, c'est qu'on n'est pas dans une période de transformation digitale, comme on nous le répète depuis quelques années, mais dans un monde de disruption. Qui a entendu le mot disruption parmi vous? Ok. Qui connaît la différence entre une disruption et une révolution? Alors c'est très simple. Dans une révolution, c'est lorsque vous avez un système, alors prenez un système au sens large, technologique, politique, humain, biologique, ce que vous voulez, qui simplement est arrivé à maturité, parce que les forces extérieures vont le pousser à tomber, parce qu'il ne peut plus tenir, tout simplement, quelles qu'en soient les raisons. Dans une disruption, au contraire, vous avez toujours un système, mais cette fois-ci, il peut encore tenir, pensez au taxi, mais on va forcer à le rendre obsolète en utilisant les technologies. Pourquoi on parle de disruption en ce moment? Vous avez vu que c'est le nouveau mot à la mode, même les politiques commencent à l'employer. On parle de politique disruptive, de manière disruptive de communiquer, etc. C'est le nouveau mot branché, tout simplement parce que c'est la période dans laquelle on entre en ce moment. Depuis quelques années, on nous parle de transformation digitale, ce sujet ne veut rien dire. Regardez la plupart des entreprises qui parlent de transformation digitale, elles veulent toutes se transformer, il n'y en a aucune qui sait en quoi elle veut se transformer. C'est d'ailleurs ça la différence entre le monde traditionnel et le monde de la disruption tel qu'il est pratiqué dans la Silicon Valley en ce moment. La différence, c'est cette volonté de laisser mourir l'ancien monde pour en laisser pousser un nouveau qui transforme totalement nos vies, nos usages, nos manières de penser et de faire. C'est ça la disruption. Cette période, on y entre en ce moment, vous le savez, parce que les technologies sont matures. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la blockchain qui est encore balbutiante, mais qui va profondément transformer la société et même demain l'humanité. On a une convergence de toutes ces technologies, on a les mindsets et surtout, on a une volonté qui vient de la Silicon Valley, mais qui en ce moment se développe aussi en Chine, de rendre tous ces secteurs obsolètes. Les capitaux risqueurs, les entrepreneurs, les startups en ce moment de ces régions sont en train de lister tous les secteurs économiques avec leurs actifs, leur rentabilité, et pour tout ça se demande comment est-ce que ça sera obsolète, comment est-ce qu'on disrupte tous ces secteurs, ces compétences, ces profils, ces manières de faire, etc. Ce qui est assez surprenant dans cette période, c'est que la plupart des entreprises du monde traditionnel, pensez à tous les secteurs qu'on a depuis toujours dans nos vies, sont en train de suivre la stratégie de Kodak. Vous vous souvenez tous de Kodak, je cite Kodak, mais je pourrais dire BlackBerry, Yahoo, ce que vous voulez. Kodak, souvenez-vous, lorsque l'appareil numérique est arrivé, vous connaissez tous cet exemple, c'est eux qui l'avaient inventé, ils n'y ont pas cru.
Déjà parce qu'ils se sont dit, la ménagère de moins de 50 ans n'en voudra pas. Première erreur. Mais surtout, ils sont partis de leur cœur de métier, Kodak, qui était d'imprimer des photos, hein, c'était des chimistes, et ils se sont demandé comment mieux faire leur métier. Et quand l'appareil numérique a commencé à décoller, ils se sont dit, génial, les gens commencent à prendre plein de photos, notre métier c'est d'en imprimer, on va faire fortune. Et souvenez-vous, ils ont eu le même réflexe que la plupart des entreprises traditionnelles aujourd'hui, ils ont créé des use cases, ils ont trouvé des use cases. C'était quoi le use case de Kodak à l'époque? Souvenez-vous, c'était venez en boutique avec l'appareil, avec la carte mémoire, et on vous imprime vos photos. Jamais ils n'auraient imaginé que les gens arrêteraient d'imprimer leurs photos, que cet usage deviendrait obsolète, et qu'à la place, on regarderait nos photos sur les réseaux sociaux et sur les smartphones. Autrement dit, ils sont partis de ce qu'ils savaient faire et ils ont tenté de mieux le faire avec les outils, le digital, le numérique, et de protéger ce qu'ils savaient faire, de protéger leur cœur de métier. Dans la période dans laquelle on entre, ce type de stratégie, c'est la meilleure manière de mourir. Et ce qui est très dangereux, c'est que la plupart des entreprises suivent cette stratégie en ce moment. Regardez ce que font les disrupteurs à l'inverse. Les disrupteurs sont obsédés par leur propre disruption. Ils cherchent en permanence, eux, à se saborder, à se disrupter eux-mêmes. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas eux-mêmes, quelqu'un d'autre le fera et les rendra obsolètes, les fera disparaître. C'est totalement contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on apprend en école de commerce ou que les cabinets de conseil en stratégie nous disent. Hein, regardez ce qu'on nous dit habituellement, partez de votre cœur de métier, externalisez tout le reste, concentrez-vous sur ce sur quoi vous êtes bon et tentez de le protéger. Alors ces industries, qu'est-ce qu'elles font? Soit, quand c'est des professions libérales, elles descendent dans la rue pour manifester, demander un changement de législation, etc. Ou alors elles font du lobbying. Les disrupteurs, eux, cassent eux-mêmes leurs produits, leurs services pour inventer autre chose. Et il y a plein d'exemples dans la tech. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, par exemple, lui, il est obsédé par cette histoire. Il se demande en permanence qui, dans quel garage, quelque part, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, est en train de rendre Amazon obsolète. Netflix, vous connaissez tous Netflix, souvenez-vous, au départ, Netflix, ils envoyaient des DVD par la poste. Vous connaissez l'histoire de Netflix? C'était super rentable, les DVD par la poste. Lorsque le patron est allé voir les investisseurs pour leur dire non, on va arrêter les DVD par la poste, cette fois-ci on va faire du streaming, déjà les investisseurs, ils étaient par terre. Mais il est complètement fou, on a une rentabilité, ça marche très très bien. Pourquoi il veut tuer notre business? La poule aux œufs d'or. Mais le type est allé encore plus loin. Il leur a dit non seulement on va faire du streaming, mais je vous annonce que le streaming, ça vaudra 0 dans le business. Vous savez pourquoi? Parce que le streaming est devenu une commodité. Et justement, le patron de Netflix avait anticipé que tout le monde allait faire du streaming. Amazon, Ulule, YouTube, etc. Et donc Netflix s'est différencié, non pas sur le streaming, mais avec une plateforme et une expérience utilisateur exceptionnelle, des algorithmes de recommandation qui, en fonction des données des utilisateurs, leur suggèrent quoi regarder, et surtout maintenant, de la production de films, de séries, notamment en utilisant ces algorithmes qui permettent de savoir ce que les gens ont envie de regarder. Là, il va encore plus loin, le patron de Netflix. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans la presse, mais le patron de Netflix a déclaré que le futur du divertissement, ce ne serait pas de regarder un film, ce ne serait plus de regarder un film, ce serait d'aller dans le film. Et il ne pensait pas du tout à des réalités, enfin des casques de réalité virtuelle ou augmentée ou toutes ces technologies qu'on voit qui vont transformer le divertissement. Il pensait à des drogues hallucinogènes, comme le LSD, les champignons, ces choses-là. Au passage, il y a une vraie tendance, vous savez, dans la Silicon Valley en ce moment, il y a des grosses recherches là-dessus, notamment en psychiatrie, parce qu'ils pensent là-bas que ça risque d'être le soma du meilleur des mondes, ces espèces de substances que tout le monde va consommer à l'avenir, non dangereuses, hein, validées par les autorités de santé, etc. Mais vous voyez où je veux en venir? C'est que ce patron de son industrie dans le divertissement anticipait que la disruption allait rendre totalement obsolète la manière de consommer du divertissement aujourd'hui, puisqu'on allait cette fois-ci faire appel à des substances, mais surtout qu'elle allait venir de l'industrie pharmaceutique. Autrement dit, et c'est ça qui est fondamental avec cette période de disruption dans laquelle on entre, qu'elle viendrait de l'extérieur au secteur qui est concerné par la disruption. Parce que ce qui est fascinant dans cette période de disruption dans laquelle on entre, c'est qu'elle suscite toujours à la fois la surprise des professionnels qui sont concernés par leur propre disruption, mais aussi leur mépris. Ça, c'est une banalité, ce que je viens de dire. C'est le cas des sciences, notamment. À chaque fois qu'il y a eu un changement, une révolution, elle a toujours été méprisée par les professionnels en question. Regardez l'histoire du boson de Higgs.
Regardez, souvenez-vous à quel point les professeurs de Higgs le méprisaient lorsqu'il présentait sa théorie. Souvenez-vous les débuts de la physique quantique, qui suscitait le mépris d'Albert Einstein aussi. À chaque révolution, les professionnels ne la voient pas venir. Ce qui est normal parce que lorsqu'on est professionnel, on est expert de son domaine. Et lorsqu'on est expert, par définition, on ne voit pas différemment sa manière de faire. À titre d'exemple, il s'est passé la même chose avec l'intelligence artificielle. Ce sujet, il est absolument fascinant. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, lorsque vous parliez du deep learning, cette révolution qui bouleverse l'intelligence artificielle en ce moment, l'immense majorité des informaticiens et des chercheurs en informatique méprisaient le deep learning. Il y avait 3 chercheurs au monde qui ont résisté. On les appelait d'ailleurs la secte, le complot du deep learning. Il y avait d'ailleurs un Français, Yann Lequin, parmi eux. Ils étaient 3, ils ont tenu contre le mépris de tout le monde. La disruption suscite toujours le mépris de ceux qui sont concernés par cette disruption et elle surprend. Quand on discute avec des banquiers, je suis sûr que vous avez fait cette expérience, ils vous disent « Ouais, la disruption, c'est les taxis. Mais nous, les banques, on est protégés, il y aura toujours besoin de banques. » Visiblement, ils n'ont pas compris la blockchain, ces gens-là. C'est juste pour faire disparaître les banques. Quand on parle à des avocats, ils nous disent qu'il y aura toujours besoin d'avocats. Quand on parle à des notaires, des experts comptables, même chose. Chacun est concerné par la disruption, mais c'est extrêmement difficile de la voir venir parce qu'elle vient souvent et quasiment tout le temps de l'extérieur. Souvenez-vous, lorsque Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a déclaré il y a quelques années qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. Comment vous pensez qu'ils ont réagi, les médecins? Ils l'ont méprisé, ils se sont dit, mais pour qui il se prend, lui? Il n'y connaît rien en médecine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais de leur côté, les médecins n'ont pas vu venir le fait que la médecine devenait algorithmique et que l'informatique allait prendre le relais sur la médecine. Qu'il n'allait plus l'être pratiqué comme un art, mais désormais comme une science avec des algorithmes. Souvenez-vous aussi lorsqu'Elon Musk, vous connaissez tous Elon Musk, a déclaré qu'il allait créer des lanceurs de fusées réutilisables. Ça a fait rigoler tout le monde à la NASA. Parce que la NASA a toujours dit que c'est impossible. Impossible de créer des lanceurs de fusées réutilisables. Au début, lorsqu'il a commencé à créer ses premiers lanceurs qui se crachaient tous, ça a continué de susciter le mépris de la NASA. Lorsqu'il a été capable de le faire sans crash, là, ils ont arrêté de rigoler, puis surtout, il a débauché les meilleurs dans ses laboratoires. La difficulté de la disruption, c'est qu'elle vient tout le temps de l'extérieur. Regardez toutes les disruptions qui ont eu lieu récemment, que ce soit les Uber, les Airbnb ou autres, ce sont des gens qui n'y connaissaient rien à leur secteur. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la naïveté, l'inexpérience et la non-expertise, ce sont des atouts pour disrupter des secteurs. La bonne nouvelle, c'est que comme on est tous experts de quelque chose, on peut s'amuser à disrupter un autre secteur. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Allez rendre totalement obsolète la manière de